Après 1945, les médias se trouvent bouleversés par les nouvelles évolutions techniques et sociétales. L'ordonnance de 1945 concernant la presse est donc claire. Elle doit être libre et indépendante, et ce, surtout financièrement. Le pluralisme de la presse est encouragé, car les autorités ont un très mauvais souvenir de l'occupation. C'est ainsi que la presse écrite va prendre encore plus d'ampleur, de nouveaux hebdomadaires vont donc voir le jour. Il y a ici une véritable multiplication des titres. Après 1945, les médias se trouvent bouleversés par les nouvelles évolutions techniques et sociétales. L'ordonnance de 1945 concernant la presse est donc claire. Elle doit être libre et indépendante, et ce, surtout financièrement. Le pluralisme de la presse est encouragé, car les autorités ont un très mauvais souvenir de l'occupation. C'est ainsi que la presse écrite va prendre encore plus d'ampleur, de nouveaux hebdomadaires vont donc voir le jour. Il y a ici une véritable multiplication des titres. En ce qui concerne la radio, la possibilité de recevoir des radios périphériques change la donne. C'est-à-dire qu'à ce moment-là en France, nous pouvions capter des radios étrangères européennes de langue française, issues par exemple de la Belgique, du Luxembourg ou encore de la Suisse. En effet, à cette époque-là, la télévision existe déjà, mais seulement une minorité de la population la possède. Seulement, on ne parle pas encore de médias de masse en 1958. De plus, la recherche du direct devient donc la grande passion des médias et la course au scoop s'intensifie. Le 13 mai 1958, des manifestants se rassemblent à Alger pour condamner les exactions du FLN et dénoncer le gouvernement de Paris, soupçonné de vouloir négocier avec les nationalistes algériens. Depuis 4 ans, la guerre fait rage de l'autre côté de la Méditerranée, et la 4e République en crise s'est divisée sur la question algérienne. Pendant un mois, la France est restée sans gouvernement. Lorsque le nouveau président du Conseil, Pierre Pflimlin, est nommé début mai, les Français d'Algérie et le gouvernement veulent empêcher la constitution de son gouvernement par crainte de l'émancipation de l'Algérie, tandis que les militaires grondent et que Paris redoute un soulèvement. Les gaullistes ont acclamé le général de Gaulle depuis Alger et veulent ainsi provoquer son retour aux affaires. Et c'est dans ce contexte qu'avec l'expansion du pâté journal, aussi appelé Actualité française, que la médiatisation des événements majeurs sont transmis par le biais des salles de cinéma bénéficiant d'un large public. Ces actualités ont subi cependant de la censure et c'est dans le prochain document que l'on prend conscience de la manipulation des informations transmises aux citoyens influençant l'opinion publique. À Alger, le peuple musulman de la Casbah montait, drapeau déployé, vers le forum où se rassemblait également une foule de Français d'origine. Et c'était, vision extraordinaire au jour présent, la manifestation d'une confraternité magnifique où les deux races criaient leur foi commune en l'Algérie française. Cette vidéo montre le positionnement du gouvernement français qui veut représenter fraternellement les relations entre musulmans et français en Algérie française, puisqu'il est en passe de négocier avec le FLN. Alors qu'en réalité, les manifestations ont donné lieu à une révolte entraînant une crise politique considérable qui a favorisé l'avènement de la Ve République. Ceci est donc un exemple mettant en valeur le rôle qu'exerce l'État sur les médias. Néanmoins, l'existence de médias indépendants est présente sur place en Algérie, comme l'Écho d'Alger, permettent de donner une version plus réaliste des faits. La une du quotidien présente De Gaulle comme le défenseur de l'Algérie française. Il décrit aussi comment le général est perçu comme une figure libératrice par les Français d'Algérie, aussi appelés pieds noirs. Cette une est révélatrice du pouvoir des médias, car elle permet de véhiculer une vision de la situation politique en Algérie, qui est contraire à celle du gouvernement précédent de De Gaulle. Elle est expliquée par la différence des intérêts français qui varient selon leur présence en métropole ou en Algérie française. Les Français sont donc divisés par leur opinion selon le territoire qu'ils occupent. Cette divergence des informations communiquées met en relation médias, pouvoir et opinion publique durant cette crise. Dans un second temps, il est à noter que Charles de Gaulle doit son retour à la crise du 13 mai 1958 et que ce dernier a été en proie à une forte médiatisation, et ce, et du côté des partisans, et du côté des opposants. Dans un premier temps, comme en témoigne la conférence de presse de Charles de Gaulle du 19 mai 1958 au Palais d'Orsay, le général utilise les médias à son avantage, ce qui lui permet de rallier l'opinion publique pendant la crise. Parce que je suis un homme seul, que je ne me confonds avec aucun parti et aucune organisation. Comme vous avez pu le voir, Charles de Gaulle apparaît à la télévision pour répondre aux questions des journalistes afin de rassurer ou convaincre les opposants à son retour et surtout pour clarifier sa position concernant la situation en Algérie avant le coup d'État d'Alger.
Il accuse ainsi l'impuissance du pouvoir politique, ce qui est, d'après lui, à l'origine de la volonté de l'armée de le revoir à la tête du gouvernement. D'un autre côté, il utilise cette conférence de presse à son avantage, en rappelant d'une part le rôle qu'il a joué dans le passé, et d'autre part en répondant aux diverses questions des journalistes, qui reflètent celles de l'opinion publique. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Comme vous venez de l'apercevoir, lorsque l'on évoque la crainte que son retour au pouvoir puisse signifier une atteinte aux libertés publiques, De Gaulle ironise que ce n'est pas à 67 ans qu'il commencera une carrière de dictateur. En outre, en jouant de son image face aux médias, il rassure et rassemble de larges secteurs de l'opinion publique, tout en se rapprochant des citoyens français. Toutefois, d'un autre côté, nous pouvons remarquer que l'opposition à l'encontre du général dans la presse d'opinion de gauche se fait de plus en plus pesante. Elle se manifeste notamment par des unes qui ont pour point commun de dénoncer le danger d'une dictature gaulliste. De Gaulle est ainsi perçu comme un danger pour la République, d'où l'appel à l'union et à la révolte que vous pouvez apercevoir sur cette une du journal L'Humanité. Cette dernière est parue le 16 mai 1958, soit le lendemain de la déclaration du général de Gaulle qui affirmait être prêt à prendre les rênes du gouvernement français. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir à travers l'affirmation de Gaulle jette le masque, le journal L'Humanité affirme implicitement que ce dernier se révèle enfin au grand jour, à savoir comme étant un dictateur. Ainsi s'ensuit sur la une l'exclamation « abat la dictature militaire » qui, d'une part, fait référence au chef qui serait de Gaulle, mais également du coup d'État d'Alger effectué par des militaires gaullistes, qui fut grandement critiqué par la gauche et ce même journal. En somme, il est intéressant de souligner le poids et l'influence des médias dans l'opposition à De Gaulle, puisque l'Humanité est, à travers ses éditions, entre autres à l'origine de la manifestation contre l'investiture de Gaulle du 28 mai 1958, qui a eu lieu dans les rues de la capitale. Enfin, De Gaulle est investi en tant que président du Conseil, c'est-à-dire chef de gouvernement. Il pose cela dit une condition, changer la Constitution et changer de république. Nouveauté de l'époque, la télévision rentre peu à peu dans les foyers et les événements majeurs y sont relatés. Les personnages politiques doivent donc s'adapter à ce nouveau média et s'en servir pour faire passer leur message. De Gaulle est donc investi comme dernier président du Conseil de la 4ème République, même si la gauche a voté contre. De Gaulle est au pouvoir grâce à la guerre d'Algérie et parce qu'il a promis de garder l'Algérie française. Comme il l'annonçait, De Gaulle rédige une nouvelle constitution qui soumet au peuple par référendum, le oui l'emporte et la 5ème République est née. De Gaulle se fait élire président de la République au suffrage universel indirect en 1958. Il fut le premier président d'une 5ème République encore aujourd'hui en vigueur après quelques aménagements. Pour la presse de gauche, c'est une constitution monarchique car elle donne trop de pouvoir au président de la République. La gauche crie d'ailleurs au coup d'État. François Mitterrand, futur président de la 5ème République, écrit un livre très critique sur cette constitution, Le coup d'État permanent. Le problème de cette crise est que la prise de pouvoir de Gaulle s'est faite démocratiquement à l'Assemblée, mais dans des circonstances troubles. Les menaces de démission et d'anarchie, surtout les menaces de coup d'État de l'armée qui avait déjà pris le pouvoir à Alger, sont des conditions d'élection peu dignes d'une démocratie. Les médias de l'époque ont suivi d'heure en heure cette crise. C'est la nouvelle donne médiatique. Il faut coller à l'actualité si possible et en direct. De plus, ceci s'est déroulé avec une presse écrite de plus en plus prolixe, une radio certes d'État mais que l'on peut écouter où l'on veut, quand on veut. Nous avons donc vu en ce 13 mai 1958 une crise majeure.